Nous vivons dans un monde décidément étrange. Il y a de cela quelques jours, 2 scientifiques français ont tenu des propos racistes à la télévision et ceci a indigné la planète tout entière, du moins principalement la communauté noire. Et au fil du temps, pas mal de personnes autour du monde entier ont dénoncé fortement ces propos. Et il y a une dénonciation particulièrement qui m'a interpellé, c'est celle du directeur de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un Éthiopien. Et voici ce qu'il a dit. Nous vivons dans un monde décidément bizarre, dans lequel il est si facile de manipuler les gens. Face à la polémique qui est née récemment des propos racistes tenus par 2 scientifiques français à la télévision, il y a eu une vague d'indignation dans le monde entier. Chacun y est allé de son tweet, de son post, de sa vidéo pour dénoncer ces propos méprisants, accablants et colonialistes. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais il y a eu comme ça, entre-temps, d'autres interventions qui, à mon avis, étaient peut-être parfois plus choquantes, comme celles que l'on va voir dans cette vidéo et qui sont passées complètement inaperçues. Prenons par exemple celle du directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est un Éthiopien qui est à la tête de l'OMS en ce moment. Alors ce monsieur-là a dit que ces propos-là étaient racistes et colonialistes. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, il est allé un peu plus loin. Et il a dit 2 gros mensonges. Peut-être même pire, d'après moi, que ce que les scientifiques ont dit. Il a dit « L'Afrique ne sera jamais un terrain pour les essais de vaccins et les protocoles qui sont appliqués en Afrique sont les mêmes que l'on applique partout dans le monde. » Ces 2 propos-là, quand on sait ce qui se passe réellement, à mon avis, sont encore plus insultants que les propos tenus par les 2 scientifiques. Et dans cette vidéo, si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ces propos-là, à mon avis, sont très graves et méritent d'être aussi dénoncés, eh bien, j'espère que cette vidéo contribuera à t'ouvrir les yeux pour davantage lire le monde qui nous entoure et surtout, comme d'habitude dans mes vidéos, comprendre à quel niveau nous pouvons agir pour que tout ceci change. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure et contribuer à faire changer le continent, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications parce qu'Investir au pays est la première chaîne business dédiée au continent africain et ici donc tu vas avoir les meilleurs conseils, les meilleures interviews des entrepreneurs qui vont t'enrichir. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans tes affaires. Et puis si tu as envie de savoir l'ensemble du travail que l'on fait, je t'invite simplement à aller sur notre site investiraupays.com, puis y trouveras différentes rubriques. Nous vivons dans un monde de manipulation et de propagande, malheureusement. Des gens aujourd'hui parviennent, à cause du silence et de l'omerta qui peut exister, à dire des choses profondément graves. Personnellement, j'ai vraiment été choqué par les propos du directeur de l'OMS parce qu'il a fait le mec qui ne sait rien du tout de ce qui se passe alors qu'en réalité, l'OMS est au centre, malheureusement, de tout ce qui peut se passer comme santé dans le monde entier et donc principalement en Afrique. Quand le directeur de l'OMS nous dit que l'Afrique ne sera jamais une terre d'essai pour les vaccins, on se demande s'il est vraiment sérieux quand il dit ça. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique représente pratiquement 60% des essais de vaccination dans le monde entier. Plus de la moitié des vaccins, du moins des essais, sont faits en Afrique. Comment est-ce qu'on peut dire après ça que l'Afrique n'est aujourd'hui pas un terrain, un laboratoire, un endroit où il y a des cobayes humains qui sont les plus nombreux à venir se faire tester? Bien sûr que l'Afrique est déjà une terre aujourd'hui sur laquelle les gens viennent faire leurs essais cliniques. C'est le marché le plus favorable quasiment pour pouvoir le faire. Et quand je dis qu'il y a près de 60% qui sont faits en Afrique, il faut savoir que les pays pauvres en général dans le monde sont des lieux dans lesquels on va véritablement faire de grosses expériences. Donc tu vas te rendre compte que quand tu vas en Asie, les pays pauvres d'Asie aussi en ont pour leur grade. Tu vas voir qu'il y a plein d'essais de vaccination en Inde par exemple, mais quand tu iras en Amérique latine, tu trouveras là-bas aussi des pays comme le Mexique qui eux aussi testent à tour de bras pas mal de gens. Mais la palme revient quand même bien évidemment au continent africain. Donc en réalité, les endroits où il y a le plus de pauvreté sont les endroits dans lesquels il y a le plus de tests. Et l'Afrique bien évidemment remporte malheureusement là-dessus la palme d'or. Oui, parce qu'il y a des maladies du Moyen-Âge que tu ne retrouves qu'en Afrique. Figure-toi qu'en Afrique, des gens meurent encore des épidémies de la peste.
La peste, une maladie que l'on a pratiquement éradiquée partout dans le monde entier. Les gens meurent encore de la peste en Afrique. La rougeole, prenons la rougeole. Elle tue beaucoup plus que le coronavirus. Elle a fait 6000 morts en une année, l'année dernière, uniquement dans un pays, la RDC. Prenons une autre maladie extrêmement mortelle, la tuberculose, qui elle a 10 millions de cas par an et tue à peu près 2 millions parmi ces cas-là. Et près de 25% de tous ces 2 millions qui meurent se retrouvent en Afrique. Et je ne saurais te lister ces maladies sans te parler du champion des champions, le paludisme. Le paludisme par an, c'est 228 millions de cas pour près de 410 000 morts par an en Afrique. Et donc face à ces cas-là, quel est le rôle de l'OMS? L'OMS passe son temps à dire qu'elle recherche de généreux donateurs afin de pouvoir mettre sur pied des vaccins pour pouvoir soigner toute cette population-là. Donc en réalité, l'OMS est au cœur du système puisque l'OMS va chercher ses financements. Vous voyez bien qu'au final, tout ça revient à l'argent, le pouvoir économique. Mais je ferai une autre vidéo dans laquelle je te parlerai de ces fameux généreux donateurs. Qui sont-ils et sous quelles enveloppes se cachent-ils? Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup d'organismes, notamment des associations et des ONG, que l'on considère comme étant des bienfaiteurs qui sont au centre même du système de criminologie organisée sur la planète Terre. Mais on en parlera dans une autre vidéo parce qu'il faudrait que les Africains, que les Noirs en général, comprennent bien ce système-là, qu'il soit complètement démantelé pour que désormais on ne soit plus en train de s'attaquer aux mauvais ennemis. Ce qui se passe avec le coronavirus en réalité est une aubaine pour l'Afrique parce que ça permet enfin que ce type de discours s'y soit entendu. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je parlais du paludisme et de l'artémisia. Elles sont passées quasiment sous silence. Elles n'intéressaient quasiment personne. Donc cette crise au moins fait que les gens prennent conscience des enjeux qu'il y a derrière le business de la maladie parce que clairement la santé est un gros business que malheureusement les Noirs en général ont délaissé. Et pourtant, nous avons les plus gros cas de maladie dans le monde entier. Et puis la deuxième chose que le directeur de l'OMS a dit, avec laquelle je suis entièrement contre, c'était le fait de dire que les protocoles sont les mêmes partout dans le monde. Oh, quel mensonge! Vous avez vu ma vidéo d'hier peut-être, c'était déjà un aperçu dans lequel je vous montrais qu'en fonction du fait que l'on soit en France, en Angleterre ou même en Pologne, ce n'était pas du tout la même chose. Quand on arrivait maintenant en Inde ou en Afrique, c'était encore moins la même chose. Comment le directeur de l'OMS peut-il donc dire Mondiovision, au détriment de toutes les personnes qui sont mortes, de toutes les familles endeuillées, que les règles sont les mêmes partout? Faire un essai clinique en France, ça coûte énormément d'argent. Et je vais te rappeler juste les règles pour que tu vois à quel point il y a un fossé abyssal entre les protocoles tels qu'ils sont faits en Occident, notamment en Europe et aux États-Unis, et puis ce qui est fait en Afrique. Parce que oui, même en Occident, les gens continuent bien évidemment de tester des produits. Il faut tester des produits sur plusieurs catégories de couleurs de peau, par exemple. Donc, les tests sont faits un peu partout sur la planète. Mais bien évidemment, là aussi, les effectifs ont été drastiquement réduits en Europe parce que ça coûte super cher de faire des tests en Europe et que les conséquences sont très lourdes quand ça se passe mal. Et on a renvoyé ça là où il y a des cobayes qui peuvent mourir gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on parle de cobayes et pourquoi est-ce que l'on compare les Africains à des rats de laboratoire? Parce que quand un rat en laboratoire meurt, quand les animaux meurent dans les laboratoires, il n'y a personne pour demander une indemnité. Il meurt, on prend le rat suivant. Et bien c'est ce qui se passe en Afrique comme tu vas le comprendre tout de suite dans la suite de cette vidéo et c'est très grave et choquant. J'ai expliqué dans la vidéo d'hier que la première chose pour pouvoir faire un essai clinique, et ça c'est une règle internationale, il faudrait que le pays dans lequel on veut aller faire l'essai clinique donne son feu vert. Et ceci se fait généralement au travers des agences nationales de la sécurité du médicament. En Afrique, beaucoup de tests sont faits, comme ça par exemple était le cas dans les années 90 au Nigeria, sans même que les États ne soient informés. On vient, on prend des petits enfants, on fait sur eux des tests sans que personne ne soit informé. Le gouvernement n'est pas informé qu'on est en train de faire de telles choses dans le pays. Et bien souvent, malheureusement, ce type d'éléments-là passe par des ONG. Des gens qui sont supposés venir faire du bien sur le continent se retrouvent à jouer un double rôle et de tels cas ont déjà été dénoncés à plusieurs reprises, pas qu'en Afrique, parce que ce type de pratiques-là, bien évidemment, se font aussi ailleurs dans le monde entier. Vous imaginez une seule seconde qu'une ONG puisse aller en France, en Angleterre, vacciner des enfants sans que le gouvernement ne soit au courant? Waouh! Je n'imagine même pas les conséquences. Dans la vidéo d'hier, je t'ai pris un exemple pour un essai qui s'est déroulé avec toutes les autorisations possibles et dans lequel il y a eu une personne, au terme de tous les tests, qui a démontré au bout de plusieurs mois des symptômes de cancer du lymphe.
Conséquence, le laboratoire qui avait ordonné ces tests-là a coulé. Il a fait faillite, il a fermé complètement. C'était un laboratoire allemand. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir, elle est complémentaire à celle-ci. Mais comment imaginer donc? Comment imaginer que en Afrique, les gens viennent et peuvent avoir accès à des enfants sans même que le pays ne soit au courant? On est dans quel type de république? Ce sont des républiques plus que bananières à la limite, quand on peut se rendre compte qu'il y a ce type de laxisme-là. La deuxième chose, c'est que pour qu'une étude puisse être faite, il faut qu'elle soit supervisée par un comité d'éthique. Donc un comité qui va s'assurer justement que les règles sont bien faites, que le test respecte certaines règles et puis que tous les droits de tout le monde dans l'histoire sont respectés, que les droits des personnes qui vont pouvoir faire les tests sont respectés. Le comité d'éthique va faire passer des entretiens, va valider un certain nombre de choses avant de pouvoir confronter les patients au test. Eh bien, dans beaucoup de nos pays, tu n'as pas de comité d'éthique. Du moins, ils sont tellement faibles et facilement corruptibles. Parce qu'attention, pour qu'un dossier soit étudié, le laboratoire doit payer des frais pour que le comité d'éthique étudie son dossier. En Europe, par exemple, tu peux avoir des endroits où on demande 10 000 € pour déposer simplement ton dossier. Et bien, en Afrique, tu te doutes bien que quand les gars viennent, ils sont en terrain conquis. On sait tous très bien, malheureusement, comment est-ce que plusieurs dirigeants sont facilement corruptibles sur le continent. Quand le gars vient et il dépose des millions sur la table, peu importe ce qu'il a envie de tester, même s'il veut tester des fœtus, le gars du comité d'éthique est prêt à aller même prendre, je ne sais pas moi, ses propres enfants si c'était possible pour qu'on les teste, pour qu'il ait un peu d'argent. Donc là aussi, à ce niveau-là, il y a une grosse faiblesse du système en Afrique. Le troisième point qui est donc clairement la moquerie ultime, c'est qu'il faut faire signer aux patients, je précise bien aux patients, et rien qu'aux patients, un consentement libre et éclairé. Quand il s'agit d'enfants, c'est aux deux parents, pas un des parents, les deux parents qui doivent à ce moment-là signer le consentement libre et éclairé. En Afrique, je t'ai dit, on vaccine des enfants sans que les parents ne soient au courant. On vaccine des enfants sans que les parents ne soient au courant. On a même des vidéos qui sont vulgarisées sur le web, là où on voit comment des gens courent pour attraper des enfants en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays pour injecter, pour vacciner des enfants dont les parents ne savent même pas qu'on est en train de vacciner leurs enfants. Voilà comment ça se passe dans nos pays. Et quand ce type de choses se produisent, qui sait ce qu'on a mis dans les vaccins? Conséquence, on a des enfants qui tombent malades. On a des enfants qui décèdent. On a des enfants qui ont des difformités. Bon sang, il n'y a pas eu Hiroshima ni Kawasaki en Afrique. On n'a pas reçu de bombes nucléaires là-bas. Et pourtant, des enfants naissent avec des malformations. Des enfants naissent avec des problèmes dès leur naissance. Qui sait d'où ça vient? Quand tu as des parents qui ont été shootés à des produits dont ils ne comprenaient même pas ni les tenants ni les aboutissants, on ne leur a jamais dit ce que ça pouvait entraîner comme risque pour eux. Figure-toi que dans nos pays, il y a encore un très gros problème, c'est que le médecin traitant est la personne aussi qui peut prescrire le médicament. C'est très, très, très dangereux. C'est-à-dire, le médecin peut te prescrire à la fois un médicament, mais il peut aussi te prescrire un produit d'essai. Et donc, par exemple, tu peux venir voir le médecin, comme on fait souvent d'ailleurs dans nos familles. Tu vois le médecin et tu lui parles, par exemple, de ta famille, de quelqu'un de ta famille qui est malade au quartier. Le médecin décide de te donner un produit, d'accord? Supposé, il te dit c'est un produit qui vient d'un grand laboratoire et que c'est un produit qui, en plus, est gratuit. Juste que pour que tu le prennes, il faut que tu signes en bas. On a montré des émissions où les personnes adultes disent « mais je signe parce que c'est le médecin qui m'a dit ça ». Le sacré saint médecin. Dès qu'on voit quelqu'un avec une blouse, on croit que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. On ne vérifie plus rien du tout. Juste inconcevable. Donc du coup, le médecin, et c'est une pratique courante, le médecin prescrit, enfin il ne prescrit pas, il donne gratuitement des médicaments d'essai pour que quelqu'un aille les donner à son parent qui est par exemple à la maison. Consentement libre et éclairé? Bien sûr que non. La personne ne lui a pas expliqué les tenants et les aboutissants. On ne lui a pas dit qu'elle est en train d'assister là comme ça à un essai clinique. On ne lui a rien dit du tout. Et le médecin, bien évidemment, lui, il perçoit des royalties. À chaque fois qu'il donne un médicament comme ça, il a sa prime qui tombe. Donc en fait, c'est un système vaste. C'est un système nébuleux. C'est un système tentaculaire dans lequel tout le monde s'en sort. Et puis un autre élément qui fait la grosse faiblesse en Afrique, c'est que quand quelqu'un va faire ce genre d'essai-là, en réalité, il doit y avoir une assurance qui couvre les personnes. Et ce sont des assurances qui couvrent sur 10 ans. C'est-à-dire que si la personne a pris des tests aujourd'hui sur un produit et que 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans après, elle tombe malade, elle a le droit d'aller poursuivre le laboratoire en justice. En Afrique, on a eu le cas par exemple avec les fameuses prostituées dont le monsieur parlait, les Français scientifiques parlaient dans leur émission.
Ces prostituées-là qui ont été prises au Cameroun, au Ghana et au Nigeria n'ont jamais, et plusieurs d'entre elles, on leur a donné un médicament, j'en parlais hier, qui devait leur permettre de pouvoir tester qui devait être un supposé vaccin contre le sida. Plusieurs d'entre elles ont chopé le sida. Et quand elles ont chopé le sida, on leur a dit, mais vous n'avez pas lu le papier? On avait dit que si vous chopez la maladie, vous devez vous prendre en charge vous-même. Come on, nonsense. Vous imaginez une telle scène se produire en Angleterre? Aux États-Unis? Un laboratoire qui donne des produits, des vaccins supposément contre le sida à des femmes qui vont pour se faire, qui prennent ce produit-là, des prostituées, et derrière elles chopent la maladie et le laboratoire leur dit, vous vous débrouillez, vous allez vous soigner vous-même à vos propres frais. Est-ce que vous imaginez ça possible? Eh bien oui, ce n'est possible qu'à un endroit sur la planète, là où il y a des pauvres, et donc beaucoup en Afrique. Et puis dernier élément non négligeable, quand on participe à un essai, on est payé. On est payé parce que pour faire un essai, tu ne vas pas au travail. Il y a des jours où tu dois venir à l'hôpital, on doit t'hospitaliser pendant quelques jours, ainsi de suite. Donc ça te cause du préjudice. Et donc en France, des essais sont payés jusqu'à 4 500 € l'essai. On s'assure aussi que tu ne fais pas plusieurs essais en même temps. On s'assure que tu ne fais pas plus d'un certain nombre d'essais dans l'année parce qu'on ne veut pas que les êtres humains deviennent justement des marchandises ni des testeurs de médicaments professionnels. Ce n'est pas un métier. Par contre, c'est tout l'inverse en Afrique. On donne aux gens plusieurs tests en même temps. Ils peuvent tester sur son corps plusieurs produits et bien souvent, ils ne sont même pas payés. Ou quand on les paie, ils ont 50 €, 20 €, 10 € pour tester des produits alors qu'ailleurs, on donne 3 000, 4 000, 5 000 € pour tester les mêmes produits. Alors, si tu as la place dans le laboratoire, bien évidemment, la tentation, elle est très grande, surtout quand tu n'as pas de cœur. C'est d'aller en Afrique pour pouvoir faire tes tests. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les tests se font de moins en moins en Europe. Et pourtant, l'OMS est en train de tout faire. Enfin, elle n'est pas très puissante, l'OMS. Elle est en train de tout faire pour pousser les laboratoires pharmaceutiques à revenir faire leurs tests en Europe. Mais elle peut rêver, ils ne reviennent pas. Ils vont là où c'est moins cher parce qu'ils veulent gagner le plus d'argent. Ce n'est bien évidemment pas la santé qui les intéresse. Mais comme je te dis, on aura le temps, demain aussi, de pouvoir encore parler d'une autre nébuleuse derrière ce système-là, prétendument de générosité au travers des fameuses ONG. Et là, on parlera principalement d'un acteur fondamental dans ce game, la fondation Bill Gates, enfin Bill et Melinda Gates, ces super grands milliardaires que l'on a dû le temps, et pourtant qui sont à la tête d'un système, du moins pas très clean. On en parlera dans la vidéo de demain. Mais voilà les raisons qui font que je ne sois pas d'accord avec le directeur de l'OMS. Voilà les raisons pour lesquelles je suis choqué que lui, en tant qu'Africain, tienne ce genre de propos. Il est là pourquoi? Et je me suis rendu compte que bien souvent, quand on met un noir à la tête d'une institution internationale, c'est parfois pour faire de la décoration, malheureusement. Donc, voilà les enjeux. Voilà ce qu'on ne dit pas et qui, à mon avis, est plus grave, surtout quand c'est tenu par un Africain, comme propos de dire qu'en Afrique, on n'est pas du tout un laboratoire. Donc, en fait, ça veut dire que ce qui se fait maintenant sur le continent est normal, puisqu'on est dans la situation normale. On est dans la situation normale actuellement. On teste comme tout le monde. Donc, en fait, ce qui se passe là maintenant, les enfants qui meurent, les preuves accablantes, ça ne concerne personne. Si tu suis ma chaîne, d'ailleurs, je t'invite à être là ce soir parce qu'on a des directs sur cette chaîne à partir de 19 h au cours desquels j'interviens, soit avec d'autres intervenants pour parler de sujets. Mais tu as dû entendre, par exemple, le docteur Mouniangui sur ma chaîne dans une interview exclusive dans laquelle il nous parlait de GSK, d'un produit qui est testé actuellement en Afrique et qui rend stérile et tue même des jeunes enfants. Ça se fait au vu au su de tout le monde. Ce jeune homme-là a fait une pétition que je t'invite à aller regarder dans la barre de description et à la signer si tu te sens concerné par ce combat-là. Mais il faut que l'on cesse juste d'être des activistes sur les réseaux sociaux et que l'on s'empare de nos problèmes et que l'on agisse pour les changer. Mais de manière ultime, je pense que tu l'as compris, tout est une question d'argent. Il faut que l'on détienne nos économies. Et j'espère que ce type de situation-là, comme celle du coronavirus, te montre à quel point le système en Afrique est faible et fragile. Nos présidents attendent le salut de l'Europe. Nos présidents attendent les vaccins. Nos présidents, on dirait même que qui est dans leur comité scientifique? Et pourtant, il y a des Africains qui font du travail exceptionnel malgré les faibles moyens qu'ils ont. Mais qui les écoutent? Pas grand monde. Nous avons une responsabilité, celle de prendre soin de notre continent. Et je vais terminer en te disant que personne ne le fera à ta place. À un moment donné, il faut savoir donner du sens à sa vie, tu sais. On n'est pas sur la terre uniquement que pour gagner de l'argent. Et c'est bien la grosse différence entre les afropreneurs et les autres dans le monde. Principalement les Américains et les Occidentaux, ils veulent s'enrichir pour eux-mêmes, pour leur ego, pour pouvoir rouler dans les belles voitures et montrer qu'ils ont un style de vie luxueux, aller à Copacabana, style de vie occidental très, très, très individuel. Quand un Africain se lance dans les affaires,
en général, c'est parce qu'il veut soutenir sa famille, c'est parce qu'il veut lutter contre des injustices, c'est parce qu'il veut régler des problèmes concrets. Et on a plusieurs moyens à notre niveau de pouvoir participer à cela. Soit en étant soi-même entrepreneur, soit en investissant notre argent chez ceux qui font le travail. Il y a des scientifiques en Afrique qui galèrent et qui ont besoin de peu de moyens pour pouvoir aller chercher les propriétés qu'il y a dans nos plantes. On parle tout le temps de la pharmacopée africaine, mais elle n'est pas très développée. Pourquoi? Parce que nos scientifiques n'ont pas assez de moyens. Mettons nos moyens pour changer des vies. Mettons nos moyens pour que ce que l'on fasse ait un réel impact. Et arrêtons juste de nous plaindre sur Internet, mais commençons à agir. Des crises comme celle du coronavirus, les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Il y en aura d'autres. Et ce n'est pas la pire que l'Afrique a connue. Il y en aura d'autres. Mais tant que nous n'allons pas nous poser pour réfléchir de manière stratégique, pour prévenir ce genre de crise pour les années à venir, eh bien malheureusement les amis, on peut se plaindre comme on veut, on peut dire ce qu'on veut. Au final, la réalité sera toujours la même. On sera à se plaindre, les années continueront, on se plaindra et ça ne changera pas grand-chose. Vous croyez que quelqu'un d'autre viendra sauver les Africains? Vous croyez vraiment que le salut nous viendra de qui? Qui? Bill Gates? Qui va venir sauver les Africains? Emmanuel Macron? Peut-être, maintenant qu'il réunit les chefs d'État africains. Qui? Nos présidents? Vous croyez que qui va nous sauver? C'est au peuple, à un moment donné, de se prendre en charge. Quand il y a une différence aussi manifeste de nos gouvernants, c'est à nous de nous prendre en charge. Et même les gouvernements qui sont de bonne volonté ont besoin d'appui parce que les États sont malheureusement souvent brinque-ballants. Et ils ont besoin de soutien, d'âmes volontaires, de personnes qui sont réellement animées de bonnes intentions pour faire que les choses changent réellement. Et les amis, je suis désolé pour vous, mais moi je me sens interpellé par ce genre de choses. Pour moi, ça a du sens. Ça a beaucoup plus de sens que travailler sur une centrale nucléaire comme je le faisais il y a quelques années. Ça a beaucoup plus de sens. Faire du business en Afrique, c'est pour ça que j'invite vraiment les Afros à faire du business sur le continent. Vous changez des vies, mais vous changez aussi le sens du monde. Donnez du sens à vos vies. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce qu'il est désormais urgent d'entreprendre. Et si on n'a pas l'âme d'un entrepreneur, si on ne se sent pas concerné par ça, alors soutenons ceux qui le font, mettons notre argent à leur disposition et soutenons-les, partageons, relayons. Et c'est l'une des choses que j'attends de vous. Relayez ce type de vidéo pour que l'information parvienne au plus grand nombre. Elle est traduite en anglais, celle-ci. Faites-la parvenir aux gens partout. Il y a des sous-titres en anglais. Faites parvenir le travail qui est fait au plus grand nombre pour que le maximum de personnes se sentent concernées par ce qui est en train d'être fait et que les yeux s'ouvrent. Parce que quand le peuple se lève, eh bien, personne ne peut lui résister. Arrêtons juste de parler des préjudices qui datent de la colonisation, qui datent de l'esclavage. Il y a d'autres préjudices de nos jours. Arrêtons de nous battre pour les combats dont tout le monde est déjà convaincu de leur existence. Si tu parles de la colonisation et de l'esclavage, tout le monde va te dire « oui, c'est vrai, c'était un crime ». Arrêtons donc de parler de ça, puisque tout le monde est d'accord. Parlons de ce qui se passe de nos jours. Et les enjeux de nos jours, c'est la vaccination. Les enjeux de nos jours, c'est les multinationales qui viennent exploiter. On parle beaucoup de multinationales pétrolières, mais il y a des multinationales médicales. Parlons des ONG, parlons des associations, parlons de ce qui mine et ruine notre continent aujourd'hui. Voilà les vrais enjeux. Ce n'est plus la colonisation, l'esclavage, même si bien évidemment ceux-ci ont encore des impacts. Mais de nos jours, les tentacules sont différentes et on les voit, on les connaît. Attaquons-nous à elles et essayons de les changer. Mais bien évidemment, ce n'est pas simplement en dénonçant qu'on le fera, c'est en étant acteur. Donc rejoins-moi dans le combat et allons agir pour que les choses changent. Ceux qui veulent participer financièrement, on a aussi créé une cagnotte que vous allez trouver dans la barre de description, dans laquelle vous pourrez mettre vos sous. Avec ces sous, nous allons financer de vrais projets sur le continent et de manière totalement transparente. Donc si vous voulez vous sentir aussi à ce niveau-là impliqué, dans la barre de description, il y a un lien. Rejoignez-nous dans cette campagne-là et travaillons à faire des choses qui vont contribuer, peu importe le niveau, à ce que l'Afrique change. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était nécessaire que je parle de ce sujet-là. Ce moment me permet vraiment d'avoir ce type d'audience-là. Et aimons le continent, pas simplement en parole, mais aimons-le dans nos actes. À très bientôt.